Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Aquarium de La Rochelle avec Guillaume pour pouvoir parler un peu plus donc, des animaux, du métier de biologiste et puis de l'Aquarium de La Rochelle plus généralement. Donc déjà, on va commencer cette interview très simplement en te demandant qui es-tu et quelle place tu as dans l'Aquarium de La Rochelle. Salut Gab, bonjour à tous. Je suis responsable biologiste à l'Aquarium La Rochelle depuis 2 ans et demi. Et avant, j'étais le conservateur de l'Aquarium du Trocadéro à Paris. Ici, à l'Aquarium de La Rochelle, donc, vous maintenez combien d'espèces à peu près? On maintient donc 12 000 animaux de 600 espèces différentes et on les suit presque individuellement, donc c'est beaucoup de travail. Il y a combien d'aquariums dans l'Aquarium de La Rochelle à peu près? Il y a 82 bassins pour un total de 3 millions de litres. D'accord. Le bassin des requins qui fait 1,2 million de litres. Et on a ce bassin-là qui est aussi relativement gros. Au total, on a 3 millions de litres d'eau dans l'aquarium La Rochelle. D'accord. Donc ça fait un bon volume. Pour gérer autant d'aquariums, vous êtes à peu près combien à la partie technique, enfin vous êtes combien à la partie technique du côté biologie de l'aquarium? Alors en biologie, on est 8 et en technique, 8 personnes. Donc c'est aussi important d'avoir la technique que la biologie. Il faut s'assurer que les pompes fonctionnent, que tout marche bien, que les niveaux d'eau soient bons. Et ça, c'est vraiment la base. La partie technique et électrique surtout est primordiale. Ensuite, au niveau biologique, eh bien, on est 8 personnes également. Donc 2 responsables, Jean-Michel, mon collègue et moi, et une équipe de 6 soigneurs. Donc les soigneurs sont au quotidien au chevet des animaux, que ce soit les tortues, les poissons, les méduses, les coraux. Donc après, chacun a sa spécialité, hein. Il y en a qui préfèrent les coraux, d'autres qui sont spécialisés dans les méduses. Pour certains, c'est les hippocampes. D'autres, ce sera la reproduction. Donc voilà, on laisse aussi le choix aux soigneurs d'avoir vraiment leur précaré. Alors, ils savent tout faire, ils font Oui. tout, mais en plus, ils ont une spécialisation. D'accord. Donc vous êtes une équipe de 16 en permanence qui permet de gérer ces aquariums. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du métier de biologiste. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui sont intéressés par ce métier, et forcément ça vend un peu du rêve. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus sur les tâches journalières d'abord d'un biologiste. Alors, la principale tâche, déjà, c'est en tant que biologiste dans un aquarium public, c'est d'accueillir le public. Donc, pour ça, il faut que les bassins soient propres. Donc, les vitres, voilà, l'entretien des vitres, que ce soit en plongée ou de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, le matin, avant 10 heures, entre 8 et 10, on se dépêche, on nettoie tous les aquariums en plongée. Donc, il y a 2 plongeurs chaque jour qui plongent pour nettoyer les vitres, pour s'assurer aussi, si jamais il y a un poisson à sortir, une femelle raie qui est pleine, donc on va la sortir, on ne va pas la laisser mettre bas dans le bassin. Ouais. Il faut faire attention parce qu'il y a certaines raies qui piquent, notamment les raies pastenagues. D'accord. Donc voilà, il y a des animaux dangereux. On travaille aussi au contact d'animaux dangereux, même les tortues sont des animaux dangereux. Donc c'est un travail qui doit être quand même c'est un travail difficile. On doit être conscient des risques et puis c'est un travail quand même sacrément plaisant parce que plonger dans des bassins comme cela, c'est une chance. Donc voilà, c'est l'accueil du public. Ensuite, on s'occupe évidemment des animaux. Donc il y a le nourrissage. Le nourrissage prend une bonne partie de la journée pour un soigneur, donc qui consiste le matin à préparer tous les aliments. On a des rations, des portions pour chaque aquarium, pour chaque bassin. Donc au total, on a 82 aquariums à nourrir. Donc ça fait beaucoup de bouches à nourrir. On ne le fait pas tous les jours pour chaque bassin. Il y a des bassins qui sont nourris tous les jours, mais d'autres qui sont nourris que 3 fois ou même 2 fois par semaine. Par exemple, le bassin des requins, on nourrit 2 fois par semaine seulement. D'accord. En plus du nourrissage, donc il y a les quarantaines. Il faut s'occuper des quarantaines. Alors dans les quarantaines, on accueille les nouveaux pensionnaires, on soigne les animaux malades et on réalise aussi l'élevage des poissons. Je pense aussi au plancton. Le plancton, c'est une tâche quotidienne, pareil, qui occupe une personne chaque jour. Donc que ce soit le phytoplancton, on élève des microalgues, on cultive des microalgues plus précisément. Ensuite, on élève des copépodes, on élève des rotifères, on élève des artémias. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est indispensable pour tous les animaux qu'on présente. Après, la filtration. Donc là, c'est aussi un soigneur qui s'occupe de nettoyer les filtres, de s'assurer du bon fonctionnement, du bon niveau de tous les bassins. Donc comme il y a 82 bassins, eh bien, il y a alors il n'y a pas 82 filtres parce que parfois on a 2 ou 3 bassins sur le même filtre, D'accord. mais ça en fait quand même une bonne quarantaine. D'accord. Voilà.
Donc ça fait beaucoup de boulot, j'ai l'impression, pour une équipe de 16 finalement. C'est vrai que s'il n'y avait pas une bonne une automatisation, pas vraiment, mais une bonne gestion derrière, ce serait compliqué, je pense, à 16. Vous devez avoir énormément de boulot. Mais en tout cas, ça se voit quand tu parles que tu es passionné par ce que tu fais. Alors, juste, je me permets de Oui. t'interrompre parce que Dis-moi. tu parlais d'automatisation, mais si, Oui. c'est effectivement, on a un aquarium qui est très automatisé et c'est pour ça aussi qu'on n'est que 16, entre guillemets, parce que finalement, bon, c'est à la fois beaucoup, mais pas trop. Parce qu'on a une automatisation de tout le bâtiment, une gestion technique du bâtiment, une GTB. En fait, c'est D'accord. un ordinateur central qui gère beaucoup de choses. Et ça gère les alarmes de température. Donc, toutes les températures de tous les bassins sont sur cette gestion centralisée. Tous les niveaux des bassins, tout le fonctionnement des pompes. Le plus important, c'est aussi la production de chaud et de froid. Donc, on a une pompe à chaleur qui est gérée par ce cerveau, en fait. C'est vraiment le cerveau de l'aquarium. Et cette automatisation aussi fonctionne la nuit. Donc, c'est grâce à ça aussi qu'on a des alarmes la nuit. Et c'est hyper important. Et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Dès qu'on a un projet, dès qu'on a une idée, par exemple, le nourrissage des poissons qui doivent manger tout le temps, ben on l'automatise. Oui. Donc, on a par exemple 40 pompes doseuses qui nourrissent presque tous les poissons de l'aquarium. Tous les poissons microphages, en tous les cas, sont nourris grâce à ces pompes. Donc, on automatise au maximum. D'accord. Et donc vous avez la partie température, en termes d'automatisation, vous avez le contrôle de la température, des niveaux, mais est-ce que vous faites en permanence le contrôle de certains paramètres sur les bacs pour, au cas où, s'il y a un problème, par exemple un décalage de pH dans un aquarium, pouvoir réagir rapidement? Alors, c'est une bonne question. Nous, ce qu'on contrôle le plus important, c'est les pompes. D'accord. Il faut que l'eau circule. À partir du moment où l'eau circule, déjà, on est bien. Parce que voilà, c'est vital. Les pompes et également la température. Parce que les poissons sont à la même température que leur milieu et c'est le paramètre le plus important. Donc ça, c'est contrôlé et il y a des alarmes dessus. Après, les niveaux d'eau, donc aussi extrêmement important. S'il y a une fuite, on est prévenu tout de suite. Il y a quand même des kilomètres de tuyaux qui sont passés dans le bâtiment. D'ailleurs, c'est une des particularités ici de l'aquarium, c'est qu'on regroupe tous les filtres de tous les bassins dans la même salle. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Ça se retrouve, je pense, nulle part ailleurs. On a une filtration commune, une salle commune pour tous les filtres de l'aquarium et c'est un gain de temps considérable. Alors, à la construction, ça a dû être un cauchemar. Il y a des kilomètres de tuyaux qui sont passés dans tout le bâtiment pour centraliser les 40 filtres des 82 bassins dans la même salle. Donc ça, c'est énorme. Et on a la même chose en filtration mécanique. Parce qu'on a deux salles, en fait. Une salle de filtration biologique, dans laquelle on a les bioballes, qui sont les réservoirs de la vie. C'est là où on a toutes les bactéries. C'est ce qui est le plus important pour l'équilibre des bassins. Et une deuxième salle avec les filtres à sable. Bon, là, c'est une filtration qui sert moins pour les animaux, finalement. Ils pourraient s'en passer. C'est pour le public. C'est vraiment important d'avoir une eau claire. Par contre, pour les poissons, c'est moins important. Mais c'est extrêmement important pour le public. Ouais. Et ça se voit bien dans le côté récif où on voit une eau cristalline qui est magnifique. Donc le métier de biologiste, il est multitâche. Une journée ne se ressemble pas vraiment à une autre parce que même si on fait les tâches pareilles, ça va forcément changer, que ce soit par exemple dans les plongées. Est-ce que tu as quand même des points forts et des points faibles à relever sur ce métier? Alors c'est vrai que c'est un métier routinier parce que c'est de l'élevage, donc l'élevage, il faut être là constamment, le week-end, en semaine. Donc bon, ça c'est un point faible, c'est-à-dire qu'on travaille un week-end sur 4, ce qui est quand même relativement peu, parce qu'on a réussi à s'organiser pour ne pas travailler tous les week-ends déjà, donc c'est très bien. Un autre point faible, effectivement, c'est les alarmes. On peut être appelé de nuit si jamais il y a une urgence, on doit intervenir. Alors c'est souvent une pompe qui s'arrête ou un bassin qui déborde, ça n'arrive pas souvent non plus, mais il faut être là, présent. Quand tu dis pas souvent, c'est une fréquence régulière ou enfin régulière pas vraiment, mais ça dépend. En général, c'est 1 ou 2 fois par semaine, grand maximum, mais c'est pas la même personne. Donc nous, comme on est plusieurs responsables, en fait, on va être appelé dans un mois, on peut être appelé 5 fois ou parfois jamais, parfois 10 fois, ça dépend des mois en fait. Donc voilà, c'est une astreinte qui est quand même importante, il faut qu'on puisse réagir. Et donc ça, c'est les points faibles. Maintenant, des points forts, il y en a énormément. Déjà, rien que le fait de plonger, alors on est tous plongeurs, que ce soit les biologistes ou même la plupart des techniciens sont plongeurs. Donc ça, quand on aime la plongée, c'est génial, parce qu'on a la chance de plonger dans les aquariums. Et puis moi, ce que je préfère, c'est vraiment le contact des animaux, le soin apporté aux animaux, s'assurer du bien-être
des animaux, et puis l'observation, c'est un plaisir Oui. d'observer les bassins. Donc nous, on n'a pas besoin de payer pour les voir, donc on est même payé pour le faire. Donc c'est vraiment un bonheur, voilà, c'est vraiment super important. Et pour tous les passionnés qui auraient envie aujourd'hui de se tourner vers une voie comme celle-ci, ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue scolaire pour en arriver là? Alors, si on reprend au début de mes études, j'avais fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une école qui s'appelle INTECMER. C'est l'Institut national des sciences et techniques de la mer à Cherbourg. Donc, à l'époque, c'était un bac plus 2. Aujourd'hui, c'est une licence, bac plus 3. Donc, à la suite de ça, j'ai fait un stage dans un aquarium qui a fermé depuis. C'est l'aquarium Aliotis en Sologne, dans lequel j'ai élevé des méduses. D'accord. Donc, voilà, c'était un stage qui a duré 6 mois qui m'a passionné. Donc, là est née ma passion pour les méduses. Et j'ai été embauché à la suite de ce stage, donc je suis resté 9 mois. C'était un contrat en CDD, je n'ai pas forcément envie de rester plus longtemps, je n'aimais pas trop la structure non plus au niveau de la direction. Donc Oui. j'y suis resté 9 mois, j'ai fait une super expérience parce que j'ai fait le métier de soigneur en fait. Donc j'étais responsable de la partie tropicale, c'était un petit aquarium, et surtout des méduses, des coraux. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette expérience. Par la suite, j'ai été embauché à l'aquarium de Vannes, donc, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Alors là, j'étais responsable de tous les animaux. Mais je n'étais pas capacitaire à l'époque, donc j'ai passé mon certificat de capacité et puis je ne l'ai pas eu. Donc du coup, j'ai pas eu envie de rester en fait. L'expérience d'être passé devant la commission, de ne pas l'avoir eu, je me suis dit, bon, zut, je vais reprendre mes études. D'accord. Voilà, donc en fait, je suis parti en Écosse. J'ai fait un master d'aquaculture à l'université de Stirling, qui est réputée au niveau européen, mondial aussi, parce que c'est un institut très gros dans lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'international. Donc c'était vraiment super intéressant comme expérience et comme diplôme à la suite. Donc après ça, à la fin de ce diplôme, j'ai fait un stage dans une écloserie de morues. D'accord. Alors Rien à voir. voilà, j'aimais bien l'aquaculture aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un master d'aquaculture. Donc je me suis orienté vers l'élevage. Je voulais avoir une expérience là-dedans. Et je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'en fait, j'étais responsable des proies vivantes et de la gestion des œufs et des larves. Donc pour une espèce nouvelle, en fait, la morue qui est relativement peu élevée en aquaculture. Donc il y avait beaucoup de développement, c'était vraiment intéressant. J'y suis resté donc pendant le stage et puis après j'ai été embauché en CDI, donc je suis resté 1 an dans l'écloserie. Et je serais bien resté un peu plus longtemps d'ailleurs, mais bon, ma compagne était en France, j'avais envie de retourner en France. Ça se comprend. Et j'ai été embauché à l'aquarium de Paris, donc au Trocadéro, j'y suis arrivé comme responsable. Et puis c'est 2 ans après que j'ai repassé mon certificat de capacité, cette fois je l'ai eu. Et donc je suis devenu capacitaire de l'aquarium de Paris en 2008. Et puis après, au total, donc, je suis resté 14 ans à l'aquarium de Paris. Au début, il n'y avait pas de méduses. Donc, comme j'étais encore passionné par cette espèce, eh bien, on a créé le médusarium de l'aquarium de Paris, donc avec 24 bassins. Génial. Et voilà, à peu près autant d'espèces de méduses, donc une première en Europe. Donc, pour ce faire, j'ai été formé au Japon. Donc, j'ai eu une expérience vraiment enrichissante. Avec des voyages au Japon très fréquents, 2 fois par an. J'allais au Japon pour me former sur l'élevage des méduses. Donc vraiment, ça pendant 5 ans, c'était passionnant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ce développement d'un nouvel espace médusarium, c'était génial. Bon après, l'aquarium de Paris, j'y suis arrivé à la construction aussi en 2005. Donc j'ai participé à toute la mise en place après le chantier. Je suis arrivé 1 an avant la fin de la construction. Donc on a rempli les bassins, voilà, vraiment fait fonctionner l'aquarium qui est un des plus grands de France aussi à Paris. Donc voilà, c'était vraiment une bonne première expérience. Et à la suite de ça, j'ai eu des enfants, une vie familiale qui a fait que Paris, ça va un temps, mais au bout de 14 ans, on a envie de changer. Et j'ai eu la chance d'être embauché à l'aquarium de La Rochelle parce que pour moi, c'est le plus beau de France, vraiment. C'est vraiment un aquarium que j'adore. Parce que déjà, je m'y sens bien, parce qu'on fait vraiment tout pour que les salariés et les animaux s'y sentent bien, et c'est le cas. Donc je trouve que c'est un aquarium vraiment très bien et dans lequel on reçoit 800 000 visiteurs par an. Oui. Donc les visiteurs aussi qui viennent peuvent se rendre compte de la beauté des bassins, du soin apporté aux animaux. C'est vrai que c'est un témoignage du soin des animaux, c'est qu'on a beau faire le tour, enfin moi je viens très régulièrement, donc je viens vraiment très souvent, et j'ai pour l'instant jamais vu un seul poisson malade dans les bacs, enfin dans les bassins, alors qu'il y a quand même 80 bassins, donc c'est dingue de se dire qu'il y a quand même autant de
de soins. Puis même, petite anecdote, non, il y a 2 jours, tu m'avais fait un petit peu le tour de l'aquarium pour qu'on en parle ensemble. Et on est passé devant un bac, j'avais absolument pas remarqué, mais il y avait une pompe qui était coupée. Je l'ai vu directement et puis on allait la changer. Donc c'est vraiment, on voit que déjà il y a de la compétence, enfin, il y a des compétences. Et puis surtout qu'il y a un soin particulier aux animaux et c'est très agréable d'arriver dans un endroit comme celui-ci. On va continuer donc sur la gestion de l'eau de l'aquarium parce que en tant que passionné, c'est vrai qu'avoir autant d'eau, on doit forcément avoir une gestion particulière. Donc rien que par rapport à la provenance de l'eau, au traitement que vous pouvez potentiellement utiliser, à la préparation en interne s'il y en a. Et aussi donc toujours la gestion des températures, chaud, froid, pour avoir dans un aquarium comme celui-ci, on a une température interne quand on se balade, en tout cas en tant que visiteur, à peu près stable, mais pourtant il y a des bacs qui vont du froid à 11 degrés au chaud à 26 degrés. Donc toute cette gestion de l'eau, comment elle fonctionne au sein de l'aquarium de La Rochère? Alors déjà, l'approvisionnement en eau, c'est une bonne question parce que c'est depuis 8 ans qu'on a un forage au pied de l'aquarium. Avant, on se fournissait en eau exclusivement dans des clairs, donc, notamment sur l'île de Ré, où il y a une eau d'excellente qualité, puisqu'elle est de qualité humaine, puisque les huîtres y grandissent. Donc on s'approvisionnait principalement par ces camions qui venaient à l'aquarium. Donc, on a changé. Depuis 8 ans, c'est un forage qui a été installé au pied de l'aquarium, donc un tuyau qui descend à 14 mètres de profondeur. Et on a une eau de très bonne qualité puisque c'est l'eau du port qui est filtrée par 14 mètres de couches sédimentaires qui fait que l'eau est cristalline quand elle arrive. Alors il y a un inconvénient, c'est que le pH est assez bas parce qu'en fait il y a beaucoup de gaz dissous et il faut l'oxygéner. Donc dès qu'on récupère cette eau, on commence par bien l'oxygéner. Et ensuite cette eau, elle est filtrée, stérilisée avant d'être distribuée dans les bassins. Donc on continue quand même à prendre un peu d'eau d'éclair pour les bassins coralliens. Parce que le problème de l'eau de forage, c'est que quand il pleut beaucoup, notamment en hiver, elle est souvent dessalée à cause des infiltrations d'eau douce. Donc on descend à des salinités à 25, parfois 30 pour 1000, donc c'est quand même très bas. Et on est obligé de remettre du sel d'ailleurs. Voilà. Mais pour les coraux, on préfère avoir une eau plus stable. Donc c'est pour ça qu'on continue à prélever 70 mètres cubes d'eau dans les clairs de l'île de Ré. D'accord, donc en fait ça vous y allez régulièrement, l'eau vous la stockez, vous avez 70 mètres cubes, ça correspond à peu près à un usage pour combien de temps? Une semaine. Une semaine pour tous les bassins dans lesquels on maintient des invertébrés, coraux et méduses. Après, pour le reste, c'est à peu près 70 mètres cubes jour. D'accord, oui. Pour l'eau de forage. Voilà. Donc ça, c'est l'eau qui nous permet de faire les nettoyages des filtres et de changer l'eau. Parce que l'eau des bassins est renouvelée quotidiennement. D'accord. Quotidiennement, donc par exemple, vous avez donc, c'est vrai que quand on avait visité un peu la partie technique, j'avais vu qu'il y avait des petits tuyaux où il y avait l'eau qui arrivait, un petit peu comme on peut faire pour un changement d'eau automatique. Sauf que vous, c'est un débit quand même un peu plus important. Oui, on est à peu près à 20% par jour. Donc c'est des gros changements d'eau qu'on fait dans les bassins qui nous permettent d'avoir une qualité exceptionnelle. Et puis, pas de phosphate, pas de nitrate, c'est ce qu'on recherche avant tout, quoi. Et toute l'eau, du coup, donc 20% changée, toute l'eau que vous faites évacuer, vous l'évacuez comment en fait dans l'aquarium? Vous la relâchez directement dans la mer? Alors, l'eau repart dans le port, mais avant ça, elle a un traitement, donc une décantation, une filtration et ensuite une stérilisation avant de repartir dans le port. Oui, pour être sûr de ne pas transmettre d'éléments pathogènes. Évidemment. D'accord. Donc du coup, on a aussi la question de la température, gestion de température. Comment vous faites pour accéder d'un aquarium à 11 degrés à 26 degrés tout en étant stable, alors que dans la visite, il fait toujours à peu près 20 degrés Comment vous faites pour gérer ça? Alors la gestion des fluides, c'est extrêmement important au sein de l'aquarium. Donc on a une pompe à chaleur qui nous permet d'avoir 2 circuits. Un circuit d'eau glacée à 6 degrés, un circuit d'eau chaude à 45 degrés. Et grâce à ces 2 circuits, on climatise à la fois l'air. Donc pour que les visiteurs se sentent bien, on maintient une température d'air filtrée à 20 degrés. Et pour l'eau des bassins, effectivement, on peut soit refroidir des bassins, donc comme tu l'as dit, à 11 degrés, soit les maintenir à 25 degrés. Alors maintenir un bassin à 25 degrés, ça ne veut pas dire que le chauffer. Les aquariophiles en général le savent bien, parce qu'en été, souvent les bacs coralliens peuvent monter, et c'est très dangereux de monter au-delà de 30 degrés pour les coraux, c'est mortel. Donc on baisse aussi la température de ces bassins-là en été. Donc tous les bassins qui sont maintenus à 25 degrés, tous les bassins coralliens, sont à la fois chauffés et refroidis. D'accord. Donc sur le système de filtration, du coup, il y a un système de pompe à chaleur, comme on a en aquarium classique, ou c'est par un autre moyen que vous fonctionnez? Alors nous, on fonctionne uniquement avec la pompe à chaleur, avec ces 2 circuits primaires et des échangeurs à plaques. Donc c'est des échangeurs soit en titane, soit en titane d'ailleurs, ou en inox, mais plutôt en titane,
Pour l'eau douce, c'est en inox, mais comme on a principalement des bassins marins, c'est en titane. Ça coûte très cher, mais ça nous permet d'avoir voilà, une qualité d'eau. Donc après, il y a une sonde derrière qui régule l'envoi ou pas d'eau chaude ou d'eau froide. Un petit peu comme un mitigeur Oui. qu'on peut avoir chez nous, et d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une vision un peu simplifiée, enfin pas simplifiée, mais qui est vraiment efficace et bien automatisée, surtout au niveau fiabilité, je pense. Oui, au niveau efficacité, fiabilité, il y a quelques avantages. Après, ça a un coût. Hein. C'est clair qu'une installation comme ça, c'est extrêmement onéreux, mais voilà, nous, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. On se retrouve donc dans la visite avec toi, Guillaume, pour parler donc un peu plus de la reproduction. Vous avez développé plusieurs méthodes pour réussir cette reproduction. Vous avez reproduit des poissons exceptionnels qui n'ont jamais été reproduits et vous avez réussi à les diffuser en Europe et en France. Alors, donc, comment déjà dans cet aquarium, qu'est-ce qu'il y a de si particulier par rapport à la maintenance de certains poissons au niveau du nourrissage? Alors, par rapport au nourrissage, dans ce bassin, on a une distribution en continu de zooplancton, donc des Nauplies d'Artemia. Et les coraux en bénéficient en premier, et surtout les anthias, et notamment les pseudanthias tuca, qui sont les anthias violets. Donc il y a un harem avec le mâle ici qui est entièrement violet et les femelles qui ont une ligne jaune. Donc ce sont des poissons qui ont besoin vraiment de manger en continu. C'est des microparticules, hein, c'est des planctonophages. Donc on les voit toute la journée comme ça, picorer dans le courant. Alors les visiteurs ne voient pas ce qu'ils mangent. Ne savent pas forcément d'ailleurs qu'ils sont en train de manger. Mais quand on le sait et qu'on regarde, on peut les voir manger. Et c'est un comportement qui est vraiment naturel, qui est vraiment sympa à observer. Et surtout, c'est nécessaire au bien-être des poissons, à leur survie même. Hein, parce que si on ne leur donne pas de Nauplies d'Artemia en continu, en fait, ils meurent. Donc c'est un système qu'on a développé pour les garder dans de bonnes conditions. D'accord. Donc vous avez développé donc, la reproduction des poissons d'aquarium à la Corne de la Rochelle. Ça fait depuis combien de temps que vous avez commencé à avoir cette démarche de reproduire des poissons pour éviter de les prélever dans la nature? Alors ça, c'est une volonté qu'on a toujours eue. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'on essaye et qu'on reproduit d'ailleurs les animaux, hein, que ce soit les coraux qu'on bouture ou les méduses. 100% des coraux et des méduses qu'on présente sont des coraux et des méduses qui ont été élevés à l'aquarium. Donc on a commencé principalement par ce qui était entre guillemets le plus facile. Et puis les poissons, il y a plusieurs espèces qu'on a reproduites déjà depuis longtemps, comme les Anisotremus virginicus, qui sont des sparidés, donc c'est un peu comme des dorades, c'est relativement facile parce que le début de vie de la larve en fait est relativement simple à faire. Pour les poissons-anges, ça fait 3 ans qu'on y arrive et donc on a reproduit le poisson-ange à croissant. C'est le premier qu'on ait réussi à reproduire, le Pomacanthus maculosus. Donc c'est une espèce qui est difficile parce que pour les 3-4 premiers jours de la vie en fait, de la larve, il faut lui donner une nourriture très petite. Donc on est sur une Nauplie de copépode. Alors par exemple, pour vous donner une comparaison, le Nauplie d'Artemia fait 600 microns. Le Nauplie de copépode, lui, mesure 40 microns. Oui. Donc on est sur une nourriture extrêmement petite qui est indispensable au premier stade larvaire de ce poisson. Et donc les poissons-anges, vous avez réussi à les reproduire, une première en France et en Europe peut-être? Oui, première en Europe, oui. D'accord, et du coup vous avez réussi, donc vous avez vite saturé forcément la Corne de la Rochelle parce que ça implique une maintenance un peu spécifique, seul ou par couple, et surtout avec des gros volumes, donc on ne peut pas en mettre partout. Et du coup c'est grâce à vous qu'on retrouve des poissons qui ne sont pas prélevés dans la nature dans les autres aquariums. Oui, exactement. Le but, c'est d'abord d'approvisionner l'aquarium La Rochelle, mais pour cette espèce, on a pu en mettre un avec le couple. Ouais. Donc, on ne peut pas aller plus loin, puis on ne va pas multiplier cette espèce dans tous les bassins. Donc, effectivement, on les a proposés aux aquariums de France, parce qu'on fait partie de l'UCA, l'Union des conservateurs d'aquariums de France. Et donc, il y en a une bonne partie sur les 80 qui est partie en France, et puis il en restait une vingtaine. Qu'on a du coup diffusé en Europe. Bon là l'envoi était plus compliqué, on l'a fait via UPS et il y a eu 100% de réussite, aucun n'est mort. Alors là on se rend compte que l'élevage vraiment c'est un plus parce que les poissons issus d'élevage sont beaucoup plus résistants à l'élevage, hein, tout simplement, à la vie en aquarium, au transport, à la capture, etc. Donc ça s'est très bien passé, il y en a même qui sont arrivés en Suède sous une tempête de neige et ils sont en pleine forme. Donc on est vraiment content, c'est un véritable succès. Un aquarium public, forcément, on a envie qu'il y ait quelque chose qui soit mis en avant, c'est la préservation des animaux. Et d'ailleurs, la première question, forcément, c'est ces animaux-là qu'on voit en présentation, d'où proviennent-ils pour la majorité? Comment vous faites pour vous en procurer? Alors, la plupart des animaux proviennent d'élevage. On maximise les échanges entre aquariums. Donc, c'est le cas pour tous les coraux. D'accord. Voilà. 100% des coraux viennent alors à la base d'autres aquariums. Et puis maintenant, on a une collection donc suffisamment riche pour pouvoir les bouturer, on continue à faire des échanges, à en donner à des aquariums et on en reçoit aussi. Pour ce qui est des méduses, elles sont toutes élevées ici.
D'accord. Donc les méduses sont des animaux qui sont assez éphémères, hein, ça ne vit pas très vieux. Par exemple, il y en a certaines qui vivent 6 mois, d'autres 1 an, parfois 2 ans, mais c'est un grand maximum. Donc on doit les élever, les reproduire en permanence. On a également des poissons. Alors pour les poissons, on les reproduit quand on peut. Il y a certaines espèces qu'on n'arrive pas encore à reproduire. Donc dans ces cas-là, on peut alors soit avoir d'autres aquariums qui nous cèdent des poissons, ça arrive quand même assez souvent. Des aquariums qui décident de changer de population, qui ont des animaux trop gros, qui ferment, hein. Malheureusement, il y a 2 aquariums à cause du Covid qui ont fermé. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais. Ouais. Bah oui, les aquariums sans visiteurs. Alors il y a eu des aides de l'État, mais qui sont arrivées un peu tard, hein. Ça a pris 6 mois. Donc les aquariums qui n'avaient pas les reins solides, eh ben, du coup, n'ont pas survécu à la crise. Donc voilà, il y en a 2 qui ont fermé. Donc on a récupéré évidemment. Nous, on arrive pour sauver les espèces, hein, les poissons. Donc on en a récupéré comme ça. Après, on fait appel aussi à des fournisseurs de poissons. Qui eux aussi peuvent avoir des poissons d'élevage, hein. Heureusement, il y a les Zebrasoma flavescens maintenant qui sont reproduits aux États-Unis, les Paracanthurus hepatus et donc Dory, hein, pour les fans. Donc voilà, on peut avoir des poissons d'élevage aussi grâce aux fournisseurs. Et sinon, si ces poissons qui ne sont pas élevés du tout, à ce moment-là, il y a des prélèvements qui sont faits dans la nature. Donc nous, on s'assure qu'ils soient faits dans de bonnes conditions. Il y a des certifications qui sont importantes à ce niveau-là pour évidemment éviter la pêche au cyanure ou d'autres pratiques qui sont vraiment à proscrire. Et au niveau des prélèvements, du coup, vous vous assurez, donc vous ne faites pas de prélèvement sur des espèces protégées, vous faites que du prélèvement sur des espèces qui sont plus ou moins communes et qui ne seront pas mises en danger, en tout cas au niveau du prélèvement. Oui. Les espèces protégées, de toute façon, sont interdites au commerce, hein, comme ça. Ouais. Les tortues, comme la tortue verte qu'on voit ici, c'est une espèce qui est en annexe 1 de la Convention de Washington, donc le commerce est strictement interdit. Et pour ce qui est des esturgeons, c'est la même chose. Les esturgeons européens qu'on présente sont interdits au commerce. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, l'idée c'est aussi dans ces espèces-là de vouloir les maintenir, les présenter tout en préservant un petit peu leur survie, hein, globalement. Oui, alors la mission des aquariums, c'est l'éducation et la conservation. Voilà, les 2 maîtres mots des aquariums et des parcs zoologiques, hein, dans l'ensemble. Donc éducation, on le fait avec une équipe pédagogique. Il y a 3 personnes qui s'occupent quotidiennement de mettre à jour alors déjà les écrans pour que les gens sachent quels animaux sont présents dans les bassins. Ça, c'est très important et c'est constamment mis à jour. Ce matin, il y a encore 3 poissons qui ont changé de bassin, donc ça a été fait instantanément, ils ont été mis à jour. Ça, c'est vraiment une équipe super efficace. Mais elle s'occupe aussi beaucoup des scolaires, alors qui ne sont pas trop présents dans le circuit de visite, donc c'est vrai que les gens ne s'attendent pas à ça. Mais si, on a 2 salles énormes consacrées au groupe scolaire. Donc il y en a une, c'est une salle d'activité dans laquelle on reçoit les enfants plus jeunes. Et l'autre, c'est carrément une salle TP pour les enfants ou les adolescents qui peuvent manipuler avec des loupes binoculaires, avec des animaux. Donc là, ils manipulent aussi du vivant. Et ils apprennent plein de choses sur la biologie des animaux de manière générale. Donc on a comme 2 classes, c'est un peu comme 2 classes qu'on a au sein de l'aquarium et qui nous permettent d'enseigner et d'apprendre des choses. C'est la mission principale des aquariums, c'est l'éducation. L'éducation à l'environnement, la sensibilisation. Et puis la conservation. Alors la conservation, on le fait en présentant des espèces comme les tortues, mais on le fait également en les sauvant, les tortues. Parce qu'on a un centre de soins des tortues. Donc les tortues marines qui s'échouent sur le littoral français, il y a 4 espèces de tortues qui s'échouent sur nos côtes. Entre l'Espagne et la Belgique, tout le littoral atlantique, c'est nous qui les soignons. D'accord. Donc il y a des centres relais, parce que quand une tortue s'échoue à Dunkerque, on ne peut pas intervenir tout de suite. Donc il y a des centres relais qui prennent en charge l'animal et au plus vite, il est ramené à l'aquarium de La Rochelle. Donc ça peut être 10 tortues ou 15 tortues chaque année qui sont sauvées, parfois 2, ça dépend des échouages. Heureusement, toutes les tortues ne s'échouent pas en mauvaise santé tout le temps. Donc dès qu'il y a des tortues qui s'échouent, souvent pendant les tempêtes, en hiver, on les recueille, on les soigne et on les relâche. Donc c'est un centre de soins qui n'est pas visible du public, c'est une action de conservation qu'on fait pour le bien-être des écosystèmes et surtout de cette espèce qu'on préserve. D'accord. Et là, en ce moment, vous avez donc combien de tortues qui sont Là, on a une tortue Kawan, Caretta, qui est en soins. Elle avait un problème pulmonaire, donc elle va mieux. Elle va très bien parce qu'elle pesait 1 kg quand elle est arrivée, elle en pèse 3. Ah oui, donc elle a bien évolué. Voilà, elle a bien grossi et elle va être relâchée en juillet. Génial. Donc c'est le retour à l'océan. Et là, du coup, dans ces cas-là, vous les pucez pour voir un peu leur circuit ou pas? Oui, alors il y a 2 choses. La puce, donc c'est quelque chose qu'on met pour les identifier. Donc ça, c'est obligatoire. Tous les animaux comme ça sont pucés.
Et ensuite, une balise satellite qu'on colle sur la carapace D'accord. et qui va rester collée un maximum de temps, parfois 2 mois, parfois 6 mois, et qui va nous permettre de suivre les déplacements des tortues. Donc tout ça, vous pouvez regarder sur le site internet, il y a énormément de données, d'informations sur le suivi des tortues. Et on les voit se déplacer comme ça, parce que les tortues font des migrations dans tous les océans. Donc elles se retrouvent souvent par chez nous pour manger. Et malheureusement, parfois, elles sont prises dans les tempêtes, elles sont en hypothermie à ce moment-là. Donc si jamais vous voyez une tortue malade sur la plage, appelez l'Aquarium La Rochelle, n'y touchez pas. Si elle est en plein vent, dans le froid, vous pouvez essayer de la mettre à l'abri, mais n'intervenez pas dessus directement parce que c'est des animaux protégés, il est interdit de les toucher. Donc on interviendra et on fera ce qu'on peut après derrière pour les soigner. Donc surtout, appelez l'Aquarium de La Rochelle si vous trouvez des tortues. Voilà. Merci beaucoup Guillaume pour le temps que tu nous as accordé et d'avoir répondu à toutes ces questions et nous avoir éclairci beaucoup le sujet de l'Aquarium de La Rochelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des choses à dire à tous les passionnés qui peuvent nous regarder et qui seraient intéressés par le fait de travailler en aquarium ou des démarches à suivre? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour les pousser vers cette voie? Oui, si vous voulez faire ce métier, foncez parce que c'est un métier génial. C'est un métier qui est complètement possible de réaliser. Il faut faire des études en adéquation, mais si vous êtes passionné, il faut faire de la plongée, c'est mieux d'être plongeur professionnel, donc c'est une première compétence à avoir, et puis faire de la biologie, donc des études en lien avec la biologie marine. Et puis voilà, il faut se dire que c'est possible quand on est passionné. Voilà, c'est vraiment le plus important, c'est d'être passionné. Merci beaucoup Guillaume pour ce temps accordé. Merci à tous d'avoir suivi le reportage jusqu'ici. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Et puis, merci encore une fois, Guillaume, d'avoir été là. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.